Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver. On est réunis pour une rencontre particulière ce soir, pour une 325e rencontre Vlil, et pour célébrer forcément une rentrée littéraire qui est plutôt dense, mais à la fois raisonnable cette année, étrangement, puisqu'on est aux alentours des 400 ouvrages publiés. Alors évidemment, ce soir, nous n'avons que des éditeurs qui vont publier peu, et c'est pour ça qu'on les a choisis, parce qu'on considère que publier peu, c'est publier mieux. Affûtez vos crayons car certaines parutions ne seront disponibles que dans un certain temps et dans quelques semaines. Alors on va se plonger dans différents univers. On va se plonger évidemment dans l'univers des éditions des paysages pour commencer et ensuite les éditions Anne Carrière. Puis enfin Tusitala, Emmanuel Colas, Istia et compagnie. Et pour finir le Tripode qu'on connaît également tous bien. Toutes les 20 minutes, un éditeur, une éditrice viendra vous présenter les titres de cette rentrée d'automne 2024. Et évidemment, nous avons choisi des femmes, des hommes engagés qui parlent souvent le même langage que nous, lecteurs, en plus de leur indépendance éditoriale. Alors, je vous souhaite évidemment une belle rencontre à tous. Et on va débuter donc avec Amaury Levillayer pour les éditions des paysages qu'on ne présente plus, qu'on a déjà reçu à de multiples reprises. Direction le Québec, direction les Premières Nations. J'aimerais que tu nous parles évidemment de ce qui va arriver pour les prochaines semaines, Amaury. Quelle est ta rentrée littéraire? Ouais. Quel titre vas-tu nous proposer? Alors, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci Anthony. Merci vraiment beaucoup d'être là parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion comme ça de pouvoir présenter rapidement notre rentrée. Je sais que Actualité y a pensé, mais Anthony l'a fait avant, donc ça c'est déjà pas mal que les petits éditeurs puissent un petit peu présenter effectivement leur titre parce que c'est compliqué d'exister. Mais comme tu l'as dit, on essaye de publier moins et ça c'est une réalité. On l'entend, c'est un cri d'alarme que portent les libraires depuis très longtemps. Ils l'ont fait à nouveau là aux réunions nationales de la librairie, de publier moins, d'éviter les engorgements et tout simplement effectivement d'accompagner mieux parce que on est tous là-dedans. Ça sert à rien de faire un livre si au bout de 2 mois il est retourné et c'est ce qui se passe en ce moment. Donc c'est assez grave, sans parler des conséquences écologiques. Donc voilà, donc c'est super de pouvoir faire ça. Et effectivement, moi je vais pas non plus commencer à perdre du temps pour vous tous et toutes ce soir. Donc on va évidemment en direction les Premières Nations. On va pas publier nous d'essais dans cette rentrée. On le déplace plutôt en 2025 parce qu'on a 3 collections. Vous le savez peut-être, 2 collections qui sont plutôt consacrées à l'anthropologie, mais d'un point de vue de vulgarisation, hein, pas d'anthropologie scientifique. Et une autre collection, celle que vous connaissez sans doute un peu mieux, la collection Talisman. Donc pour les essais, on va sans doute les reporter en 2025 avec des choses qui peuvent être quand même intéressantes à savoir sur des Inuits, sur la déportation d'un village Inuit dans les années 50, très documenté, ça va être très intéressant, et peut-être même un livre en tout cas sur la collection des pastels de Jean Mallory. Mais ça, c'est à voir. Donc pour la rentrée, on va se concentrer évidemment sur la collection Talisman avec 2 titres, l'un en septembre, l'autre en octobre. Je n'ai pas exactement les dates, mais enfin, je vais lancer tout simplement mon Excel pour vous donner les dates de sortie. Le premier sort le 6 septembre. Ça s'appelle Les Béotucs. Alors, peut-être que quelques-uns d'entre vous, les plus passionnés, l'avaient déjà entendu parce qu'en réalité, c'est un titre qui n'est plus disponible depuis très très longtemps. Il avait été sorti par Actes Sud. Il avait reçu en 97 le prix France-Québec comme Coucoum de Michel Jean exactement, ainsi que le prix Jean Hamelin, qui sont 2 prix très importants. Et c'est Actes Sud qu'il avait publié, et puis ils l'ont laissé tout simplement vivre sa vie, il s'est épuisé, et les droits sont partis, et effectivement, je les ai repris, parce qu'il s'agit d'un véritable classique de la littérature autochtone, et un genre qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Il s'agit d'une grande fresque historique, d'environ 480 pages, donc ça va être assez conséquent, mais qui se lit, alors je dirais pas d'une traite, parce qu'il y a vraiment 3 parties distinctes, mais qui se lit avec une aisance incroyable. On est plongé directement dans la naissance d'une culture, son évolution et sa fin. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'il s'agit des Béotucs, d'un peuple qui a réellement existé sur l'île de Terre-Neuve, au Canada. Donc, si vous regardez un petit peu une carte, vous verrez, on est au nord-nord-est du Québec. Aujourd'hui, c'est la province de Labrador-Terre-Neuve, mais à l'époque, celle que décrit en tout cas Bernard Assinioui, c'est l'île de Terre-Neuve à laquelle il s'intéresse. Alors, Bernard Assinioui, là aussi, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous le connaissez aussi, c'était l'auteur du Bras coupé, donc certains ont beaucoup aimé, un roman extrêmement noir. Et là, en fait, c'est un texte
plutôt de nature historique, qui est extrêmement documenté. D'ailleurs, il se présente à la fin avec un lexique béotuc, la langue réelle qui existait. C'est pas, on n'est pas dans la réinvention, et le béotuc français, et quelques dates pour montrer à partir de quoi il a construit lui son canevas. Et le livre, en fait, est divisé en trois grandes parties. Donc, très rapidement, la première partie, c'est à l'époque de la fondation des béotucs. Donc, on est à l'entour des années 900. La deuxième partie s'intéresse plutôt au moment de l'envahissement, la conquête européenne, donc avec forcément les tentatives de les premières rencontres, les premiers conflits et comment vont s'installer les forces en place. Et la dernière partie qui va être consacrée à finalement aux derniers représentants de ce peuple béotuc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque étape, tout est documenté. Donc il a brodé sur en fait de l'histoire un roman. Donc on suit d'abord le fondateur qui s'appelle Anmin dans sa volonté de faire le tour de ce qu'il considère être le monde, c'est-à-dire l'île de Terre-Neuve, pour créer, en fait, par sa geste-là, cette geste fondatrice, il va créer la nation des Béotucs, et on va pouvoir ensuite suivre l'aventure un petit peu de ses descendants à trois époques, en fait, de l'existence de ce peuple. C'est extrêmement documenté, on est sur de la vie quotidienne, on a beaucoup de choses sur les objets, on est évidemment comment on construit tout simplement leurs habitats, les outils, la vie dans le bois. Et c'est également, je l'ai noté moi dans la quatrième de couverture, et là où je vous ai présenté la première, qui est encore en construction. Donc Olivier est en train d'essayer, Olivier Mazoué, que vous connaissez, est en train d'essayer de nous faire une couverture. Il avait en tête de faire une sorte de couverture musée avec différents objets appartenant au Béotuc pour les mettre en avant, avec l'idée d'un cheminement. C'est une couverture très construite. Il me l'a décrite dans les détails, les lignes ont un sens, tout ça, c'est intéressant. Et là où je voulais en venir, j'ai ajouté moi dans le texte de présentation, et c'est très important, c'est également un texte extrêmement sensuel. Assiniwi a fait en sorte d'essayer de replacer tout l'univers sensuel, sexuel, charnel des Premières Nations qu'on évince très souvent, on l'oublie très souvent pas. En réalité, c'est très très présent parce qu'effectivement, il a été en partie gommé, effacé par le monothéisme. Mais comme me disait Virginia, dont on reparlera ensuite, dis-nous, cher, on n'est pas très prude là-dessus, on n'a pas de pudibonderie. Les Premières Nations vivent pleinement leur sexualité et on le voit vraiment dans les béotucs. Donc c'est très très intéressant. Et Assiniwi, enfin, remet la femme à sa place, c'est-à-dire la première chez les béotucs, avec des femmes qui dirigent les clans, qui sont à l'égal des hommes. Donc c'est extrêmement intéressant. Alors, c'est une fresque, évidemment. Je savais que je prenais très peu de risques en demandant le rachat des droits. D'abord parce qu'Actes Sud l'avait fait, une maison emblématique, il ne s'était pas trompé. Et le texte m'a vraiment séduit. Et pour tous ceux qui aiment les grandes fresques historiques, je pense que vous serez véritablement servis. En tout cas, c'est un texte qui est attendu plutôt par les libraires, d'après ce que je vois au niveau des services de presse que je dois envoyé. Et voilà, donc nous, on est encore en train de finaliser un petit peu le texte pour le rendre parfois un peu plus fluide sur certains termes qui ne sont plus aujourd'hui, on va dire, peut-être d'époque. Je pense, vous voyez, hein, les mots, par exemple, qui reviennent, comme les mots d'Indien ou autre. Aujourd'hui, les ayants droit de Bernard Assinibouli ont souhaité qu'on replace le mot autochtone, donc des choses comme ça. Donc, on fait un petit toilettage du texte et il sera évidemment prêt en temps et en heure pour la rentrée. Euh, est-ce que je rentre dans les détails? Anthony, dis-moi si je dois ou sinon je passe à l'autre. Comme tu le sens, tu as carte blanche sur les 20 minutes, donc c'est vraiment Ok, comme tu le sens, et ensuite tu peux passer à l'autre titre quand tu le souhaites. ok. Non, parce que moi c'est évidemment après il y a si éventuellement il y a des questions, je peux y répondre, mais sinon effectivement le deuxième titre que je voulais présenter ce soir est extrêmement différent. On est toujours dans cette collection Talisman, mais pour le coup on est sur de la poésie avec Virginia Pessemé-Pao Bordelot, celle qui avait fait Ours Bleu, qui est sorti Ours Bleu, je crois en avril ou mai, et qui a plutôt aussi séduit les lecteurs et les lectrices. Ça, c'est la collection. Enfin, on va dire, c'est une série qui est consacrée à la poésie. La première, c'était Enfant du week-end de Maya Cousino-Molène, puis Natacha Canapé-Fontaine qui nous avait fait J'achève mon exil pour un retour tremblant. Euh, et là, ce titre-là, moi, j'y tiens particulièrement parce que je l'avais peut-être déjà expliqué quand on avait fait la rencontre justement avec Maya. Mais ce titre-là est emblématique dans la mesure où c'est l'un des rares textes en français qui existe et qui traite d'un sujet majeur chez les autochtones au Canada aujourd'hui, qui est le féminicide autochtone. On a très peu de traces évidemment, de ce qui se passe depuis les années 80 au Canada,
Je vous l'avais déjà un petit peu expliqué, depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, et ça continue encore, des milliers de femmes autochtones disparaissent, sont assassinées, on retrouve ou pas les corps, et jusqu'à présent, quasiment aucune réaction sérieuse de la part du gouvernement, que ce soit au niveau évidemment provincial ou fédéral, parce que ça se passe dans tout le Canada. Alors il y a une commission, mais vous savez le mot depuis longtemps, lancer une commission, c'est la meilleure façon aussi pour enterrer les affaires. En tous les cas, l'équivalent, il est assez incroyable. C'est comme si en France, depuis 30 ans, 55 000 femmes, si on fait la proportion, 55 000 femmes avaient disparu sans que personne s'en soucie véritablement, en mettant ça sur le compte de disparition anodine, de violences conjugales et autres. Donc, c'est quelque chose qui marque énormément les communautés autochtones. Vous pouvez vous en douter, à travers tout le Canada, il y a déjà eu beaucoup de mouvements. Et étrangement ou étonnamment, ou peut-être pas finalement, ça laisse assez peu de traces dans la littérature. Natacha Canapé-Fontaine, dans Noël à Couane, en avait un petit peu parlé, mais c'était en filigrane. Maya avait fait un poème en entier dans son recueil, justement, sur une jeune femme disparue. Et là, du côté de Virginia, c'est en fait la disparition, là encore, d'une jeune femme dont elle connaissait les parents, qui l'a tout simplement convaincue de faire un poème, à la fois en sa mémoire, mais aussi pour parler de ce problème-là. Et donc, oui, on est sous la forme poétique, mais c'est davantage sous la forme fragmentaire qu'autre chose, hein. Ça se lit là encore d'un coup d'un seul. Pour le coup, je peux pas vous dire d'aller piocher parce qu'en fait, ça s'entend vraiment du début jusqu'à la fin cette poésie. Et on est complètement ancré évidemment dans le quotidien des femmes autochtones, mais en même temps, elle a voulu en faire une espèce de cri de ralliement, et ça s'appelait d'ailleurs Marche pour Cindy, c'est le titre qu'on a retenu, parce que à l'origine, il y a aussi comment dire, une réelle action qui a été portée dans une marche urbaine, en fait, que Virginia avait convoquée, dans différentes femmes autochtones, toutes habillées de rouge. Donc, on pourrait parler d'une marche rouge, comme il y a des marches blanches en France, justement en l'honneur de cette Cindy, pour aller planter à l'origine son nom en graines de fleurs, et ensuite pour aller pas comment dire, pas récolter les fleurs, mais une fois que ce serait poussé, aller à nouveau se recueillir devant ce nom de fleurs, Cindy, qui serait dans cette ville où elles ont fait cette marche, cette manifestation. Donc c'est aussi un poème qui est très dynamique, et on a voulu garder aussi dans ce titre-là, Marche pour Cindy, à la fois l'hommage et le côté revendication. Donc c'était pour nous très important de le faire parce qu'effectivement, dans la littérature, c'est assez peu présent. J'en parle beaucoup aux auteurs et aux autrices. C'est un thème euh, qui dérange beaucoup. Il y a ce côté du déni aussi. Ils savent pas forcément comment l'aborder et comment créer une fiction autour de ça. C'est assez compliqué, effectivement. Euh, En revanche, dans le cadre d'une écriture poétique, ça semble peut-être plus envisageable. Donc, c'est vraiment un poème qui est évidemment tout à fait bouleversant. On a les poils qui se hérissent. Et en même temps, Virginia a une écriture extrêmement douce pour celles et ceux qui l'ont lu dans ce bleu. Ce qui fait que là encore, c'est pas des coups de poing qu'on reçoit. C'est oui, on est estomaqué, on est bouleversé, mais on a envie d'aller jusqu'au bout et on a envie tout simplement d'accompagner et de comprendre mieux les choses. Et elle donne quelques petits éléments d'explication et surtout cette volonté de faire corps ensemble, les femmes, mais également au-delà des femmes, réunir en fait un maximum de gens dans cette reconnaissance de ce qui se passe pour essayer évidemment d'y mettre fin. Donc c'est pour ça que c'était un titre très important et qui paraît en octobre. Alors j'ai la date, c'est le 11 octobre. Donc 6 septembre pour les Béotucs et 11 octobre pour Marche pour Cindy de Virginia, PCMAPO, Bordelot. Donc voilà un petit peu pour notre programme. On continuera sans doute de faire un petit peu de poésie en fonction de l'accueil des lecteurs et des lectrices. Pour le recueil de Maya, il a été plutôt bon. Je n'ai pas encore tous les chiffres pour celui de Natacha, mais là aussi, les libraires ont été très sensibles à cette thématique-là, qui n'est pas abordée ailleurs. Et effectivement, là aussi, je sais qu'on a plutôt on va dire une bonne mise en place. Hein, vous savez, à savoir le nombre de titres qui sont mis en place, justement achetés en fait par les libraires. Et je crois que le thème les a intéressés. Et ce sera toujours dans ce petit recueil, petit format comme vous l'avez, comme Anthony vous l'a présenté. Donc toujours ce même type avec la tortue qui rappelle l'île de la Tortue, l'Amérique du Nord telle que le voient les Premières Nations, et puis avec le cercle très important puisque c'est comme ça aussi qu'ils envisagent tout simplement la vie, puisque pour eux, la vie est un cercle, un recommencement. Donc voilà, et puis peut-être pour l'occasion, on essaiera en quatrième de couverture de mettre une photo que nous a proposée Virginia, où on voit, et c'est aussi assez troublant, une espèce elle avait pris une photo un petit peu en hauteur de cette marche rouge,
on voit toutes les femmes avancer très dignement dans cette ville-là, et c'est vrai que ça fait c'est peut-être pour ça qu'on va en déroger un petit peu à la collection et mettre une photo au moins en quatrième de couverture pour montrer que là, on est oui sur de la poésie, on est sur une forme de création littéraire, mais elle est très ancrée dans le réel. Je suis à 19h20. J'ai respecté Alors, mes. tu as évidemment du rap, puisqu'on a commencé un petit peu en retard. Natacha Canapé-Fontaine, qu'on espère recevoir à la Oui, rentrée. On est en oui, réflexion pour pouvoir la recevoir. Ce serait vraiment une très belle nouvelle. Peut-être oui. que tu peux nous parler si tu as encore peut-être d'autres pistes pour les titres de fin d'année. Alors, ça sera peut-être un petit peu plus loin, mais peut-être en novembre, décembre. Est-ce qu'il y a des titres aussi qui sont prévus ou pas? Non, 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 justement, pour les raisons aussi que tu disais, hein, c'est très important d'abord parce que chez notre distributeur, mais ça, c'est toujours intéressant à dire, mais on ne fait pas, en fait, d'office, c'est-à-dire on propose pas de livres à la vente en décembre parce que les libraires, de toute façon, n'ont pas le temps de les sortir entre les livres de l'automne et la rentrée de janvier, ce qui fait que très souvent, ils sortent pas des cartons, donc c'est à peu près inutile. Nos derniers offices ont lieu au mois de novembre. Et effectivement, là encore, pour éviter de saturer, déjà faire paraître finalement deux titres, on trouvait que pour une petite maison d'édition, si on veut vraiment les soutenir, en sachant quand même si ça c'est important, évidemment Bernard Assini, oui, on ne peut pas faire grand-chose parce que c'est un auteur décédé, que ses ayants droit ne sont pas, comment dire, suivent pas faire franchement cette actualité-là. Donc j'ai personne, si vous voulez, pour le représenter en France, donc ça tient à nous uniquement. En revanche, Virginia Pessemapeo Bordelot sera dans le sud de la France, en Occitanie, vers chez nous, du côté de Pau, de Saint-Gaudens, de Toulouse. Elle sera là en octobre. Donc là, pour le coup, on va faire une tournée avec elle. Elle sera là une dizaine de jours. Pour plein de raisons, on ne peut pas aller ni sur Paris ni ailleurs pour des raisons aussi personnelles, hein, parce que c'est un voyage à l'origine personnelle qu'elle fait. Elle a de la famille ici, et donc on veut aussi l'accompagner. Donc prendre le temps, comme tu disais, d'accompagner aussi les sorties des livres, les auteurs et les autrices. Qui plus est, vu les thèmes dont elle traite, c'est souvent très émouvant. C'est pas toujours facile à faire comme ça, enchaîner les rencontres. Ça demande beaucoup d'énergie. Donc ça suffit. C'est vrai que voilà, on va se préparer ensuite plutôt pour la rentrée de janvier-février. Et on travaille peut-être pour vous donner quelques éléments, en dehors des essais, toujours pour la collection Talisman, on travaille sur deux titres. Un, j'en avais déjà parlé lorsqu'il y avait Kurt Ness qui avait été invité. C'est son troisième roman qui s'appelle La vallée de l'étrange, qui est un vraiment pur roman de science-fiction sur un androïde. Donc celui-ci paraîtra en janvier ou février ou mars. J'ai pas encore décidé du calendrier. Et le deuxième titre, pour l'instant, le contrat n'est pas signé, donc je ne peux pas vous en parler vraiment officiellement, mais tout en restant évidemment dans cette collection Talisman, on va aller dans une littérature plutôt de genre, c'est-à-dire une littérature LGBTQI+, si j'ai pas oublié, je crois que c'est ça, et avec un auteur majeur en Amérique du Nord qui nous a fait un premier roman qui est assez époustouflant, effectivement, très à l'américaine, c'est-à-dire une sorte d'autofiction, mais également avec beaucoup de théories queer. C'est très très étonnant comme texte. Euh, Là aussi, ça peut répondre à des littératures de genre, mais c'est assez universel. Et là aussi, euh, c'est un auteur, comment dire, qui compte aux États-Unis, Canada, mais c'est surtout qu'il va nous faire partager une réalité qui nous est méconnue, puisque c'est l'univers queer des autochtones. Donc effectivement, c'est plutôt intéressant. Donc ça aussi, c'est prévu, mais il reste à signer le contrat. Donc vous voyez, au niveau des délais, par rapport à des grandes maisons d'édition, je suis un petit peu en retard à la ramasse, on va dire, pour parler clairement. Mais voilà pour nos deux titres auxquels on pense pour début 2025, plus les essais dont je vous ai parlé. Il n'y aura que des éditeurs à la ramasse et on aime ça. Voilà. Et tant mieux. Et tant mieux. Merci infiniment, Amaury, et on espère te retrouver très vite à la rentrée pour ces deux ouvrages. Oui, et puis bah, s'il n'y a pas de souci pour l'été, là encore on peut communiquer sur Insta, sur les réseaux. Ça se fait, j'ai reçu plusieurs demandes pour qu'est-ce qu'on peut lire cet été. J'ai trois personnes qui m'ont demandé ça récemment, donc je suis à votre disposition si vous avez des questions sur cette littérature-là en fonction des endroits où vous allez. Et d'ailleurs, pas que chez des paysages, au niveau de la littérature autochtone, il y a évidemment plein de belles choses qui se font ailleurs. Parfait. Si vous avez des questions, c'est le moment pour ceux qui veulent intervenir. Sinon, je vais demander à Michael, je ne sais pas si tu es, parce qu'on a évidemment 15 minutes d'avance.
Michael de chez Tuditala, Michael Demey. Je ne sais pas si tu es prêt pour passer plus tôt. Et si c'est le cas, Ouais, plaisir. Désolé de vous bonjour. prendre au dépourvu. Pas de problème. J'étais prêt. J'étais à la ramasse, mais pas complètement. Je suis capable de faire ça. Ce sera le mot de la soirée. C'est Euh, ça. alors voilà, je vous présente Michael Demey qu'on a déjà reçu quelques fois, notamment avec Antonia Crane, des éditions Tusitala. C'est une maison d'édition qu'on aime particulièrement, qui va là où personne ne va finalement. Et je trouve qu'à chaque fois, il y a des titres qui sortent des sentiers battus. Et je pense que c'est là aussi où tu souhaites aller. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour cette rentrée? Tu nous as préparé un titre, toi aussi, comme les éditions des paysages et d'autres, une rentrée littéraire raisonnable, raisonnée. Un titre, lequel est-il? Alors, ça sera quoi, Croire en quoi de Richard Kraviec, qui est un auteur américain dont on a déjà publié, j'allais dire trois, mais quatre romans déjà. Un de nos auteurs un peu historiques, puisqu'on a fait le premier en 2013 à nos tout débuts. Et c'est un auteur qu'on avait trouvé un peu par hasard. C'est un autre auteur qui nous l'avait recommandé à l'époque et qui a une trajectoire un peu étonnante parce qu'il sort son premier roman en 86, qu'on a traduit en français en 2013 donc par Dandy. Et à partir de là, il a beaucoup de très bonnes critiques aux États-Unis. Il est publié par une maison d'édition new-yorkaise un peu chic et tout ça. Il se trouve qu'il est un peu lui, il s'imagine, il a à l'époque 35 ans, il a aujourd'hui plus de 70 ans. Il s'imagine que voilà, il va devenir écrivain, qu'il va faire carrière. Son roman a bien marché, il a eu des très bonnes critiques, tout le monde attend le deuxième. Il s'imagine déjà écrivain. Et en fait, le deuxième livre va être accepté trois fois et refusé trois fois par des maisons d'édition. Les éditeurs l'acceptent trois fois et trois fois, il est refusé parce que c'est à la fin des années 80. C'est un peu le moment où aux États-Unis, c'est quand même des directeurs marketing qui commencent à regarder quels livres sont publiés et on lui explique en fait que il n'y a pas de débouché pour son livre, il ne voit pas quel est le public pour son livre. On commence à penser au livre par public. Et en fait, ce livre sera accepté puis refusé trois fois et ça le dégoûtera de ce monde littéraire. Et il arrêtera d'écrire des romans. Et il se mettra à la poésie. Enfin, il avait toujours déjà écrit de la poésie. Il se met à écrire de la poésie. Il monte une petite maison de poésie qui est très engagée aussi parce qu'elle fait beaucoup d'ateliers dans des ateliers dans des ateliers. C'est bien cette phrase, mais c'est mon quart d'heure d'avance. Du coup, j'étais pas chaud. Beaucoup d'ateliers auprès des femmes battues, des prisonniers dans les refuges, etc. Il y a comme ça toute une dimension politique au sens large et sociale à sa maison d'édition. Et en fait, c'est nous qui le contactons en 2013 sur Facebook, pour rien vous cacher, parce que on ne trouve pas son contact. Le livre date de 86. Et en fait, un soir, quelqu'un me dit, parce que 2013, c'est 2011, vous vous rappelez, c'était Facebook, la mode à l'époque, ça n'existait pas, Instagram et tout ça. Et quelqu'un me dit, mais pourquoi tu n'essayes pas sur Facebook? Et en effet, on le contacte sur Facebook et finalement, on réussit à s'organiser et à publier son premier livre et à être en contact direct avec lui. Et donc, on publiera le fameux deuxième roman qui a été refusé, qui n'a jamais été publié aux États-Unis. On le publiera en français. Et en fait, il va se remettre à écrire, mine de rien, sans penser les publier. Il avait continué d'écrire des romans. Et donc, on va publier deux romans qu'il aura écrits en 2013 et en 2017. Et là, on publie un roman qui est sorti, en fait, qui est sorti en 96, 94 ou 96, j'ai un trou, dans une toute petite maison d'édition où, comme je disais, il avait arrêté les romans. Il en avait quand même écrit un qu'il avait publié et qu'on avait gardé parce qu'on avait réfléchi. On a pas mal de textes de lui, donc comment les organiser. Et c'est ce texte-là qu'on va choisir. Je l'ai, hop, de l'importance d'avoir un graphiste pour faire une couverture. Donc ça, c'est la version américaine qui est sortie. C'est un tout petit éditeur au milieu des années 90. Longue introduction, ça pour dire que Richard est un de nos auteurs vraiment importants qu'on publie maintenant depuis plus de 10 ans et qui à nos yeux, résume bien aussi pourquoi est-ce qu'on fait une maison d'édition. C'est quelqu'un qui a une vie assez chargée, qui a vécu beaucoup de choses, qui a grandi dans des endroits pas terribles aux États-Unis, notamment dans la banlieue de Boston, qui a fait aussi et qui fait aussi beaucoup de bénévolat, qui a travaillé, comme je disais, qui a fait des ateliers dans beaucoup d'endroits où on ne va pas spécialement et qui a côtoyé des gens qui n'ont pas souvent leur place dans les livres, en fait. Et c'est ça aussi qui nous intéresse chez lui, c'est qu'il arrive à raconter un autre aspect de nos sociétés et à en tirer, parce que c'est un véritable écrivain, qu'il a une vraie écriture, comme je disais, il a fait beaucoup de poésie, et il en fait encore. Et du coup, qui arrive à raconter ses vies qui, sinon,
sont un peu hors champ, quoi. Ce serait les vies des personnages secondaires, de la serveuse qu'on croise dans la scène du film, de machin. Il raconte la vie de ces gens-là et il le fait de manière brillante. Et croire en quoi, c'est vraiment cette histoire-là, c'est vraiment des sortes d'angles morts comme ça de nos sociétés. Et je dis de nos sociétés exprès parce que évidemment, ça parle des États-Unis, mais la manière dont la société américaine s'est développée ressemble évidemment à la nôtre et il y a des parallèles évidents. Et il a cette qualité qui est, à mon avis, la qualité de base du moindre écrivain, c'est d'arriver à être universel. Et finalement, quand il nous raconte l'histoire de deux personnages américains, en l'occurrence, là, c'est un couple, Timmy et Pat, euh, papa et maman avec deux filles aux États-Unis, évidemment qu'il arrive à tirer un truc universel et qu'on est toujours très touché et très ému par ce qu'elle raconte. Et donc, croire en quoi, c'est l'histoire de Timmy et Pat. Timmy a perdu son boulot, Pittsburgh, fin des années 80, les usines ferment, et un matin, il arrive à son usine d'aciérie et il n'a plus de boulot, il est viré, donc il va ensuite devoir aller faire toutes les semaines la queue pour avoir son chèque au chômage. Il va faire un peu le malin avec l'employé, du coup l'employé va lui expliquer qu'on n'a pas trouvé son chèque cette semaine, et arrive comme ça cette dégringolade de ces dernières marches à peu de choses près, j'ai plus d'argent cette semaine, comment je vais faire pour nourrir ma famille. Et de l'autre côté, Pat, la mère, qui donc s'occupe des filles. Et ils ont notamment une de leurs deux filles qui a eu une attaque et qui est malade et qui oblige du coup à trouver une solution sans argent pour la guérir. Et qui se trouve à frayer avec des sortes de bénévoles d'une religion un peu étrange qui viennent là, à moitié faire des prières, à moitié l'aider à faire des mouvements. Et voilà. Et en fait, on va réussir à travers eux à voir ce qu'est vraiment euh, cette sorte de moment où on a un basculement social, un déclassement social, et comment ça influe sur notre vie intime. On entend souvent, je sais pas, on dit ah, les usines ont fermé en Lorraine et ça a complètement détruit le tissu social, mais on voit pas vraiment toujours comment ça marche, qu'est-ce que ça fait. Et là, Richard, hyper finement, arrive à raconter donc, le papa, la maman, et il y a juste les enfants, deux, trois voisins, un collègue, voilà, c'est très regroupé. C'est toujours beaucoup autour de la famille avec Richard. Il arrive comme ça à utiliser les dynamiques de la famille en faisant une sorte de... Voilà, la famille est l'unité de base de nos sociétés. Donc, il arrive en tirant les fils de la famille à raconter beaucoup de choses. Et il va raconter en alternant le point de vue du père et le point de vue de la mère, comment finalement de perdre son boulot devient pour lui un drame parce que les rapports aux collègues sont plus les mêmes. Les gens qui regardaient de haut, type les pauvres, les noirs, il se rend compte qu'il est pas loin de devenir comme eux. Il se rend compte aussi que sa virilité passait beaucoup par son côté ouvrier qui ramenait de l'argent à la maison. À quoi il sert s'il n'arrive pas à faire ça? À quoi il se résume? Quelle est son identité s'il ramène plus d'argent à la maison? Et du côté de la mère, s'occuper de sa fille, trouver le moyen de s'occuper de sa fille sans argent et quand on ne croit plus en rien, et réussir comme ça à maintenir leur couple parce que hyper habilement, Richard est très fort en dialogue, en petites scènes où des personnages comme ça, je suis italien aujourd'hui, je ne sais pas ce que je fais avec mes mains, il a des petites scènes comme ça où les personnages se parlent et n'arrivent pas vraiment à se dire ce qu'ils étaient venus se dire et du coup disent un autre truc et du coup se séparent en ayant essayé de se rapprocher mais finalement encore plus éloigné. Enfin, il est très très habile à ça. Et en quelques phrases, quelques dialogues, quelques scénettes, montrer comment le couple s'éloigne petit à petit parce que lui est touché, parce qu'elle est touchée et évidemment le titre Croire en quoi raconte ce moment où aux yeux de Richard, pour en parler avec lui, donc c'est un livre qui est écrit qui paraît dans les années 90, mais qui raconte Pittsburgh fin des années 80. Et c'est un moment à Pittsburgh, en fait, où c'est réputé être la ville où on a le plus envie de vivre aux États-Unis. Il y a un classement qui sort, c'est la ville numéro un où on a envie de vivre. C'est ce qui naît à ce moment-là, ce qu'on a appelé aujourd'hui la gentrification. C'est cette manière de, les usines ferment, alors on va faire une ville cool où on va ouvrir des restaurants au bord du fleuve, on va élaguer les trucs, et donc, les quartiers sans bourgeoises, il y a une partie des gens qui vivaient là depuis toujours, qui se retrouvent sans boulot, qui se retrouvent à plus pouvoir payer leur loyer, qui se retrouvent à voir que le quartier change, que la ville change et que eux se sentent mis de côté, laissés pour compte. Et il arrive à raconter, c'est pareil, on entend souvent dire les affres de la gentrification, et Richard arrive à donner corps à ça, à montrer avec des personnages très simples et très profonds, montrer comment toutes ces situations dans la société, la perte du boulot, la gentrification, etc., influent sur, j'ai failli dire impact, mais j'aime vraiment pas ce mot, mais ont un impact sur une vie familiale, sur des relations avec les voisins, sur les relations d'un couple.
Et en ça, c'est un livre vraiment très précieux, c'est un livre très euh, politique dans le sens où vraiment il s'attelle à réfléchir à comment raconter ces petites choses et comment réussir à les mettre en scène. C'est pas du tout un roman, parce que dès qu'on dit que c'est un roman politique, on pense évidemment à un roman, soit un roman prolétaire où les ouvriers sont des héros, soit un roman. C'est pas du tout la question, c'est pas du tout. Il héroïse jamais ses personnages principaux. Il a pas du tout ce discours binaire de les pauvres seraient les gentils, les riches les méchants et tout ça. Il est vraiment dans la description et l'analyse. C'est un milieu qu'il a côtoyé. À cette époque-là, il vivait à Pittsburgh. Il faisait beaucoup de bénévolat à Pittsburgh. Et l'histoire, notamment de la fille qui est malade et de sa mère qui essaye de trouver une solution pour la guérir est inspirée d'une histoire vraie d'une personne qu'il a côtoyée. Et et il arrive comme ça à raconter ce croire en quoi, en fait, à un moment, une génération qui se retrouve trahie, qui est la première génération trahie en tout ce qu'elle croyait, parce que l'Église ne les soutient pas, les syndicats ne les soutiennent pas, les partis politiques ne les soutiennent pas, leurs patrons ne les soutiennent pas, et ceux qui les ont virés, qui sont la cause de ça, qui seraient les patrons, bah, ils ont disparu. Donc on s'en prend finalement à plus faible que soi, et ça donne le racisme. Voilà. Il y a plein de fils comme ça qui sont abordés, qui sont tirés très subtilement dans le livre, et qui arrive à faire un vrai roman, parce qu'évidemment, le père, bah, il va faire une connerie, parce qu'il va essayer de trouver le moyen, je ne sais jamais vraiment raconter les livres, parce que j'ai toujours peur d'en dire trop, mais voilà, il va faire une connerie, et il va se dire, ah bah tiens, je vais sauver l'affaire en faisant ça, et évidemment, c'est la pire idée du monde, et c'est vraiment pas ce qu'il fallait faire. Donc il y a un côté comme ça, roman noir aussi, d'un personnage dans une déchéance qui va essayer de tenter le tout pour s'en sortir, et de réussir, voilà, encore une fois, avec très peu de personnages, très peu d'effets, à faire un roman extrêmement émouvant, qui raconte, à nos yeux, quelque chose qui est peu raconté. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que la traduction est d'Anatole Ponce-Remo, un super traducteur qui traduit aussi beaucoup pour les éditions Gallmeister, pour les éditions du Sous-sol. Très familier avec le ton américain, le ton roman noir. Enfin, vous voyez les livres de Gallmeister, je suppose, et tout ça. Qui traduit Richard depuis 3 livres maintenant. Non, 2 livres maintenant, je me perds dans les chiffres. Et voilà, très belle trad, très précise. Richard a fait des scènes où on n'a pas l'air, parce qu'on a un ton comme ça de gens notamment qui font les dialogues, mais l'importance des mots, comme je disais, quand on ne dit pas tout à fait ce qu'on voulait dire et tout, c'est toujours très précis avec Richard. Et voilà, une couverture de Félicité Landrégion qu'on aime beaucoup. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'affiches aussi, et ça se voit. On aime bien cette manière de faire des couvertures. Et la quatrième aussi, elle est vraiment pas mal. Et voilà, que vous dire, sinon Richard vient en France, il sera là de la mi-septembre à la mi-octobre. Il est invité à Pau, festival Un aller-retour dans le noir en octobre. Il est invité à Librairie à Bastia en septembre. Et après, entre-temps, il a toute une tournée, Marseille, Lyon, Limoges, Bordeaux, Paris, Bruxelles. Enfin voilà, on fait pas mal de dates, donc il sera pas mal là, donc, si vous voulez le rencontrer. Il a mourir de rire, en plus, c'est là où ses livres sont très sérieux. Enfin, il y a de l'humour dans ses livres aussi, mais c'est vraiment le genre de type qui est aussi drôle que ses sujets sont graves. Et voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit sur ce bouquin. Alors, vu qu'il te reste un petit peu de temps quand même, est-ce que tu pourrais nous faire peut-être un historique et parler de ta maison, finalement, de Tusitala, de Eh manière plus ben, large pour ceux ouais, qui ne connaissent pas encore? on est une petite maison indépendante. On a sorti nos premiers livres en 2013. On a fait nos 10 ans l'an dernier. On est deux, comment on dit, j'allais dire compagne, mais pas du tout. Mon associé, Carmela Chergui, qui est à Bruxelles, et moi qui suis à Paris. Et voilà, on fait très peu de livres, on fait 3 livres par an en moyenne. On a des boulots à côté, donc on essaye comme ça de rien bâcler et de rien mal faire. Donc ça fait que finalement, on prend toujours beaucoup notre temps et qu'on préfère repousser un livre que de se dépêcher. Peut-être qu'on est feignant aussi. Et l'idée, c'est vraiment de. Enfin voilà, je pense que c'est aussi lié au fait de la manière dont on fait nos livres. On ne fait pas des livres qu'on n'aimerait pas, on ne fait pas des livres qu'on ne trouverait pas utiles. Alors c'est un mot étrange qu'on pourrait passer longtemps à définir, mais voilà, on publie des livres qui, à nos yeux, disent vraiment quelque chose, ont vraiment quelque chose à dire et sont vraiment importants pour nous. Et nous deux, on doit se mettre d'accord à deux pour ça. Et on est très éclectique dans le sens où on s'interdit rien. On a fait beaucoup de littérature. On a fait des livres traduits de pas mal de pays. On a fait des livres, on a fait des rééditions. On a réédité des livres de 1899 aux années 80. On a réédité on a publié aussi des auteurs français nouveaux, des premiers romans, etc. On a publié une bande dessinée. On a publié de la non-fiction. On a publié de la poésie. On a vraiment tout fait à partir du moment où finalement, voilà, on est libre, la forme nous importe peu, on ne pense pas tant que ça
en termes de ligne éditoriale, dans le sens où on n'a pas défini nous de ligne en disant on veut faire ça et on se maintient à ça. Je pense qu'on ne serait pas capable et on s'ennuierait un peu à faire ça. En revanche, quand on trouve quelque chose qui nous plaît, bon, quand on lit un peu nos livres et qu'on nous connaît, au bout de 10 ans, on voit très bien quel est le fil conducteur, quelles sont les choses qui nous guident, etc. Mais voilà, on a vraiment cette idée d'être éclectique et de pas faire des livres pour rien, donc d'essayer toujours d'avoir des livres qui nous importent et qui après nous importe de défendre. Et justement, est-ce que l'avenir est 3 livres par an? Ça veut dire que j'imagine un livre à la rentrée de septembre, un livre peut-être pour janvier. Est-ce que Ouais. celui-ci est déjà dans les tuyaux? Ouais, en janvier, on va avoir le troisième roman d'un romancier français qui s'appelle Martin Mongin, qui avait son premier roman Francis Rissin notamment s'était fait bien repérer. Il avait fait un deuxième qui s'appelle Le Chômeur, et là on fait son troisième livre. Euh, c'est c'est vraiment encore une fois, c'est un auteur à la fois très littéraire et très joueur qui est capable enfin qui écrit vraiment, je sais pas comment, il écrit vraiment très très bien et qui a une capacité de travail. Il est graphomane, hein, il a un truc comme ça où il est capable de décrire des romans en 1 an et demi que toi, il te faudrait 10 ans pour imaginer rien que le scénario. Et voilà, donc ça, ce sera le livre qu'on n'a pas encore bouclé et qui sera le livre de janvier. Donc ce sera un roman français pour janvier. Et pour la suite, c'est encore un peu flou, mais on a des trucs bien, on ne sait pas encore dans quel ordre. Voilà. Très bien, très bien. Alors, tu as encore quelques minutes. Si jamais tu as envie de meubler, tu peux nous faire un concert de trompette. Tu peux nous faire tout et n'importe quoi. Non, non, mais si le suivant est prêt, moi, j'ai Et pas non, il de. n'est pas prêt. Et non, Ah, il il n'est n'est pas pas prêt, il prêt. faut que je gagne du temps. Bon sang, j'ai rien préparé. Ah, il y a une Euh, question, il y a une question, il y a une Ah, il y a question. une question. Quelle est la question? Vas-y, Geneviève. Bonsoir. Alors, honte à moi, puisque je ne connaissais pas encore Ah non, votre surtout maison pas, c'est pas grave. d'édition. J'en suis désolée et je vais certainement poser une question bête. Pourquoi Tusitala? Alors, c'est pas du tout une question bête. Je nous soupçonne a posteriori d'avoir donné ce nom à la maison juste pour embêter les gens et leur faire se creuser les méninges. En fait, on a commencé en faisant beaucoup de littérature étrangère. On aime bien la traduction. Et il y avait on avait repéré beaucoup de livres qui dataient parfois des années 60, 70, 80, 90 et qui n'avaient jamais été traduits en français. Donc, on avait comme ça cette appétence pour la littérature étrangère. Donc, on aimait bien l'idée d'avoir un nom étranger qui en disait pas trop non plus. Et Tusitala a ce nom un peu étrange où on dirait de l'espagnol, de l'italien, on comprend pas trop. Et la vérité, c'est que c'est le surnom de Robert Louis Stevenson, écrivain qu'on aime beaucoup, qui en plus a ce côté éclectique, qui a écrit autant des romans qui cartonnent chez les adolescents que des trucs très adultes, que de la non-fiction, que voilà, c'est un personnage et c'est quelqu'un d'important pour moi. Je sais que Dr. Jekyll et Mr. Hyde a été un choc quand j'étais en cinquième ou je sais pas quoi, et ça reste comme ça un auteur phare. Et il a terminé sa vie au Samoa, et là-bas, il était surnommé Tusitala, ce qui signifie le raconteur d'histoire, ce qui est plutôt beau comme nom pour une maison d'édition. Et voilà, du coup, c'est la signification. Et ne vous excusez jamais de ne pas nous connaître. Il y a tellement d'éditeurs et tellement d'éditeurs intéressants. Nous, on est tout petits, c'est pas grave du tout. Merci beaucoup. De rien. Eh bien voilà, la suivante est prête. C'est Emmanuel Colas. Merci Parfait. infiniment, Michael. Eh bien, merci à vous. Merci de Ta votre présence. invitation. Et à très bientôt, j'espère. À très bientôt. Au revoir, Bonne soirée. Michael. Alors, bonsoir, Emmanuel. Je crois que tu devrais être là. Est-ce que tu Voilà. m'entends? C'est bon, parfait. Merci infiniment de t'être libéré un petit peu plus tôt. J'essaye de recomposer tout le programme. C'est pas simple en live en même temps, Oui, mais bravo. ça a marché. Merci, J'ai eu de Emmanuel. la chance, j'avais abandonné mon téléphone quelque part, puis tout d'un coup, je me suis dit, je vais voir quand même s'il n'y a pas un changement. On ne sait jamais. On est dans des temps particulièrement étranges, donc ça peut arriver. C'est ça. Alors, Emmanuel, je suis ravi de te retrouver. On se connaît bien. Ça fait déjà quelques années qu'on invite des auteurs, qu'on invite les éditions Emmanuel Colas à participer à ces rencontres. Parce qu'une fois de plus, une littérature encore singulière, des choses qu'on ne voit quasiment nulle part ailleurs. Et là, tu nous annonces une belle nouvelle, puisque je ne sais pas si certains sont au courant ou pas, mais en tout cas, le prochain titre de la rentrée est un événement, une fois de plus. Et on pourra aussi parler de l'autrice en question, puisque on la recevra en rencontre Lille début septembre, et j'en suis le plus heureux du monde. Emmanuel, c'est à toi.
Merci beaucoup, Anthony. À chaque fois, c'est un plaisir de te retrouver, de vous retrouver. Je vous dis à tous merci parce que ces rendez-vous, pour nous, sont essentiels. Ils sont très importants. Ils sont d'autant plus importants que nous sommes une maison, une petite maison, même si elle a pu connaître de grands succès, ça reste une maison où on a la tête sur les épaules, où on sait exactement qu'on est en danger à peu près tous les jours et qu'on est fragile et à la fois qu'on souhaite défendre nos valeurs, nos convictions et encore et toutes les valeurs et les convictions que je défends moi depuis 20 ans. Donc, c'est important et ça a encore plus de sens, je trouve, en ce moment, eh bien, d'être ce qu'on est, c'est-à-dire un éditeur toujours indépendant, engagé et qui défend une idée de la France et une idée du monde dans lequel on a envie de vivre demain. Alors, dans ce sens, avant d'aller au sujet exact de cette rencontre, juste placer le livre que nous allons publier à la rentrée dans le contexte de cette année 2024. Nous avons commencé, et je peux en parler rapidement, puisque vous l'avez rencontré avec Muriel Zac, avec un texte sur l'antisémitisme en France, qui est malheureusement d'une actualité étonnante. Nous avons continué avec Indomptable, donc de Bruno Doucet, que vous avez aussi entendu, et sur qui nous emmenait à des endroits différents de la planète, que ce soit du Népal à l'Ukraine jusqu'en Crète, mais qui posait une question qui se posait déjà dans le texte de Muriel, qui se pose dans à peu près tous les textes, en fait, que je publie. C'est le choix que nous avons qu'à chacun de nous de décider ce qu'il va faire pour lui et pour les autres. Et donc, c'est le cœur de cette ligne éditoriale. Pour moi, c'est un choix précis, fait il y a 20 ans et qui continue aujourd'hui et qu'on retrouve dans tous les livres. Il y a un livre peut-être que vous n'avez peut-être pas vu passer, mais je vous le montre, c'est Mohamed Lefta, Les Demoiselles du Numidie. C'est un texte francophone d'un auteur que vous n'avez pas rencontré parce que tout simplement il est mort. C'est un texte que j'ai beaucoup aimé lire il y a longtemps et que j'ai eu envie de rééditer. Les Demoiselles de Numidie, c'est un texte qui se passe, pour le pitcher très rapidement, une nuit dans un bordel à Casablanca. Et c'est le moment où une de ces filles de la nuit, une de ces demoiselles de Numidie, va essayer de trouver la force en elle de se séparer de son Mac au prix d'une vie et dans une langue extraordinaire. Mohamed Lefta a été censuré au Maroc et il a dû vivre en Égypte pour avoir écrit ce premier roman. Et après, il a développé une œuvre extraordinaire. Je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu passer. C'est un texte important. Et puis, il y a un autre texte que j'ai publié, que certains de vous sont en train de lire. C'est un texte qui parle de Camus, qui est un auteur que l'on connaît en France et on revisite Camus. Et c'est un auteur grec, Dimitris Stéphanakis, que j'ai moins connu avec Les Jours d'Alexandrie, et qui pose un certain nombre de questions, encore une fois, sur finalement comment on se construit, ce que l'on devient et ce que l'on pourrait avoir à faire ou refaire si on n'était pas mort. Voilà, et donc c'est un texte fort que moi j'aime beaucoup et qui nous emmène aussi sur la Grèce, sur la mer, plein de lumière. Et ça fait du bien parce que je suis souvent sur des sujets difficiles et lourd. Alors, en parlant, et donc, vous voyez que je suis mes auteurs, je les suis, et à la fois, eh bien, je vous en présente d'autres, mais qui ont souvent quelque chose à voir avec moi sur le long terme, puisque je vous ai dit, Mohamed Lefta, voilà, je l'ai rencontré il y a longtemps, Dimitris Stéphanakis aussi, à un moment, ils arrivent dans le catalogue au moment opportun.
ce sont des effets de rencontre. Alors, pour parler de rencontre, eh bien oui, il y en a une importante dans le catalogue, non pas de Galahad, mais des éditions Emmanuel Collas, c'est la rencontre avec Djaïli Amadou Amal. Et c'est même autour de Djaïli Amadou Amal que nous nous sommes rencontrés, Anthony. C'était la première fois que nous Tout à fait. participions à une rencontre avec vous et avec vous tous. Et c'est vraiment un moment magnifique. Alors oui, C'était pour la d'ailleurs à la veille du prix Goncourt. exactement. Donc, c'était un moment fort, c'est une rencontre maintenant qui a plus de 4 ans. Depuis, vous vous souvenez tous des Impatientes, de tout cet engouement, cet enthousiasme autour des Impatientes. Et puis, il y a eu un texte, un deuxième texte, Le cœur du Sahel, et nous arrivons avec le harem du roi. Alors, que vous dire dans Les Impatientes, nous étions dans quelque chose de très intime, dans le sens où on se retrouvait dans la concession de ces femmes, des Peuls, femmes Peuls qui vivent à Marois. On était donc dans quelque chose sur le harcèlement, sur le mariage précoce et forcé. Dans le cœur du Sahel, nous avions avancé et j'ai fait le choix, et je l'ai dit à Amal, je ne présenterai pas la backlist, tous les textes avant, puisque celui-là, Les Impatientes, était son 3e roman. Et lui ai fait écrire d'autres textes en la poussant vers quelque chose qui était de plus en plus ancré dans quelque chose de politique, mais en sortant intime et politique, c'est là où je suis plus précisément. Donc le deuxième texte, Cœur du Sahel, nous amenait quelque part dans une relation entre les Peuls et ceux qui ne l'étaient pas. Et donc, c'était les relations maître et servante et comment tout ça s'organisait avec une très belle histoire, mais à l'intérieur d'une concession entre quelqu'un qui n'était pas Peul et quelqu'un qui l'était. Et ça nous a amenés ailleurs. Avec le harem du roi, on va toucher à quelque chose d'encore plus fort. On va encore plus bousculer les tabous. Puisqu'on va s'attaquer encore une fois à la polygamie, mais pas seulement. Je vais d'abord prendre quelques minutes pour vous raconter l'histoire, mais sans vous la raconter complètement, parce que je souhaite absolument que vous ayez envie de lire ce livre, de le découvrir et d'aller au bout de ce texte qui est à rebondissement qui est bâti en 3 parties, comme Les Impatientes, où vous avez des voix comme dans Les Impatientes et qui s'étalent quand même sur un temps long, cette fois-ci comme dans Cœur du Sahel, sur une dizaine d'années. Et donc, je ne voudrais pas dévoiler tout ce qui fait la force aussi de ce texte, parce que c'est un texte construit avec une très très belle structure. On retrouve Amal en conteuse, une remarquable conteuse, et donc je ne voudrais pas dévoiler ça. En gros, le texte ne commence pas par là. C'est l'histoire d'un couple, Seni et Boussoura. Donc, lui s'appelle Seni, elle s'appelle Boussoura. Ils ont la cinquantaine. Ils ont à peu près 25 ans de mariage. C'est un couple moderne, monogame, fidèle, dont les enfants sont allés à l'école, ont fait des études supérieures. Et lui, Seni, est un médecin. Il est très apprécié de ses patients parce que c'est un homme ouvert, progressiste et qui accompagne à la fois ses patients, les enfants, vraiment. C'est quelqu'un qui est complètement éduqué et ouvert, tourné vers quelque chose qui, quelque part, nous ressemble. Ils vivent à Yaoundé. Elle, Boussoura, est aussi émancipée, elle est cultivée, elle est professeure de lettres, elle aime lire, elle a des livres, elle accompagne ses enfants. Voilà, nous avons une famille unie, belle, une famille heureuse à Yaoundé. Jusqu'au moment où Séni est rattrapée par son passé. En effet, Séni n'a pas tout à fait la même destinée que
que Boussura. Il est fils de roi. Alors, que veut dire être fils de roi au Cameroun, mais je dirais plus en Afrique subsaharienne? Cela veut dire qu'il est fils d'un lamido. Le lamido, c'est un de ces rois de chefferie traditionnelle. Et en tant que lamido, il est donc un lamido est commandeur des croyants et garant de la tradition et de la religion. Or, le lamido, donc il y a des lamidos un peu partout en Afrique subsaharienne, donc musulmane, donc des lamidas, on dit, donc des royaumes qui existent depuis à peu près deux siècles et même encore plus antérieurs puisqu'ils sont liés pour la plupart à la première colonisation de l'Afrique qui fut musulmane avant d'être occidentale et chrétienne. Et donc, il est fils de roi. Et il se trouve que le lamido de la région locale vient de mourir. Et justement, parce qu'il est, lui, moderne et progressiste, on va venir le chercher et pour lui demander, eh bien, de faire progresser ce lamida, ce royaume, et notamment dans la manière dont il s'articule, il articule la relation avec l'État-nation que constitue le Cameroun. Ça pourrait être le Nigeria, ça pourrait être le Tchad, ça pourrait être vraiment n'importe quel État-nation en Afrique, puisqu'en fait, vous avez une superposition d'institutions qui sont très anciennes en même temps que les institutions qui ont été mises en place après l'indépendance. Et il faut savoir que les lamidas ont été très utiles aux Occidentaux quand ils sont venus s'installer en Afrique. Donc, il y a vous voyez, des relations assez complexes et ces relations tendent à devenir de plus en plus compliquées parce qu'en Afrique, évidemment, nous sommes en 2024 et vous savez bien qu'en Afrique subsaharienne, c'est compliqué, d'autant plus qu'il y a une montée aussi de l'islamisme et du terrorisme islamiste. Il y a un rejet des Occidentaux, il y a plein de choses qui font que les situations sont de plus en plus fragiles. Donc, il est important d'articuler quelque part cette relation entre un royaume traditionnel, garant de la tradition et de la religion, et puis l'État-nation. Et lui, il paraît le mieux placé pour cela. Il est assez séduit par le projet, mais il en parle à sa femme. Et sa femme, Boussura, lui dit tout de suite que c'était une très, très mauvaise idée. Que apparemment, oui, elle comprend bien l'idée d'héritage, l'idée d'être utile à l'État, etc., à eux, à toute la communauté, mais elle lui rappelle que lui a tout fait pour sortir de ce genre de lieu et que il risque finalement de les envoyer dans le mur, au moins elle, ses enfants et lui, pour plein de raisons. Et elle lui dit quand même, tu te débrouilles, tu ne choisis pas, nous sommes un couple depuis 25 ans, nous nous faisons confiance, ce n'est pas à moi de choisir, c'est à toi de décider. Et là va se jouer quelque chose de très complexe, puisqu'il y a la notion d'héritage, de responsabilité, il y a la tradition et il y a aussi l'ambition. Et là, c'est quand l'ambition et la tradition tuent l'amour. Séni entend tout à fait ce que lui dit son épouse, mais il choisit d'accepter la proposition qui lui a été faite. Il pense être assez fort pour être capable de changer quelque chose et de faire évoluer la situation, je dirais, au sens du politique, et en sauvegardant, évidemment, en veillant à sa famille, à sa femme, sur sa femme, ses enfants, etc. Et en fait, il va devenir donc un lamido, donc un roi tout-puissant. À partir de ce moment-là, je vais vous laisser entrer donc dans le royaume et notamment dans le harem du roi. Je n'en dirai pas plus sur l'histoire parce que je risque de vous enlever le plaisir de ce texte éminemment romanesque, plein de rebondissements,
où vous allez rencontrer, et notamment dans le harem, des gens, des hommes, des femmes qui rêvent, qui peuvent être complices, qui peuvent être jaloux, qui peuvent s'aimer, qui peuvent être déçus, qui ont très peur, qui sont très en colère. Il y a tout. On retrouve comme dans Les Impatientes, ce truc-là où ça va dans un sens, ça va dans l'autre, on a peur, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer? Ça se passe en trois étapes, trois parties. Et je vous priverai d'une émotion très forte parce que dans ce texte, vous allez voir, on se prend une claque comme on se prend une claque dans Les Impatientes, mais en plus fort parce que Amal a fait énormément de progrès. C'est un 3e roman, je dirais, sur lequel on a travaillé ensemble. Et ce texte est encore plus fort, surtout dans ce qu'il dénonce. Alors, au-delà du fait que c'est une immense conteuse et qu'elle tisse vraiment avec... on est sur un terrain, elle n'est pas sur le terrain ethnologique ni politique, elle est vraiment dans quelque chose de l'intime, mais qui dit quelque chose du politique. Et c'est du toile romanesque d'une grande finesse. Et c'est un texte polyphonique qui s'attaque à donc, comme je vous l'ai dit, à des sujets tabous. Lesquels? C'est encore plus saillant sur le harem du roi que dans les 2 autres textes. En fait, vous allez découvrir dans le harem les concubines. Les concubines, qui sont-elles? Ce sont celles qui, aujourd'hui, sont encore soumises à la servitude en Afrique. C'est en fait, les concubines sont esclaves par ascendance. C'est-à-dire que demain, on peut frapper à votre porte et vous dire, bon, le lamido a besoin de vous, vous êtes destiné à entrer dans le harem du roi parce que vous avez le lien dans votre famille, il y avait quelqu'un, etc. Et on raconte une histoire. Et comme ça existe, c'est le poids de la tradition, eh bien, tout autour de vous, on va vous dire qu'il faut le faire. Donc, vous êtes esclave par ascendance et vous l'acceptez. C'est quelque chose d'assez terrible, vous le verrez. Donc, il n'y a pas seulement des femmes, il y a aussi des hommes dans le harem, puisque autour du harem, dans le lamido, et c'est une société complètement fermée, encore plus que dans la concession, c'est un État dans l'État. Et donc, Amal, avec le harem du roi, va dénoncer l'esclavage et la condition des concubines, qui est un autre visage de la polygamie qu'on ne connaît pas, en fait, qui est intolérable, mais qui est extrêmement complexe. Vous allez, avec l'histoire de Boussoura et de Séni, qui sont les 2 seuls dont je vous parle, vous allez rencontrer aussi d'autres histoires, parce que vous avez plein de personnages, évidemment, vous avez plusieurs concubines, donc plein d'histoires, et chacune a son histoire, et ces personnages secondaires, en fait, ont vraiment une place très forte, parce qu'ils vont illustrer plein de choses différentes, plein de situations différentes, et surtout, ces concubines vont avoir évidemment une incidence, l'existence de ces concubines va avoir une incidence sur le couple même de Séni et Boussoura, vous l'imaginez. Donc, vous êtes avec Boussoura, vous êtes avec cette femme incroyable qui a un côté Bérénice, voilà, une femme puissante avec qui on entre dans le harem au moment du couronnement, au moment où sonne le tambour et la tradition et la religion sont là, et qui vous emmène jusqu'à la fin et vous verrez la fin. Et à son histoire personnelle et son histoire avec Boussoura va se mêler en fait le cœur, au sens du cœur tragique, vous savez, dans les tragédies grecques où elles sont là, elles sont plusieurs, des concubines, et vous allez avoir un peu tout cela, évidemment se mélangeant avec l'état d'âme d'un mari, Séni, amoureux, adoré, devenu un lamido complètement assourdi par le tambour et très aveuglé par son turban. C'est un
c'est un texte extraordinaire que j'ai beaucoup aimé éditer. C'est un texte qui pose des questions sociales, morales, politiques, qui sont charriées par donc la question de la chefferie. Et c'est à la fois un grand théâtre, c'est un roman qui ne peut pas vous laisser indifférent. Vous y repensez après, vous vous posez beaucoup de questions, vous aurez envie d'en savoir plus, et en tout cas, vous n'oublierez jamais euh, non seulement Séné et Boussoura, mais toutes les concubines, parce que chacune va à un moment faire un choix que leur demandera de faire Séné après maintes péripéties. Voilà, c'est le texte de la rentrée, c'est le seul livre de ma rentrée. Tous les textes que je vous ai dit sont, voilà, nous aurons fini l'année 2024, c'est-à-dire que je publie très très peu de livres. Il sortira le 19 août. Si vous recevez le texte, vous y avez accès à un moment, s'il vous plaît, n'en parlez qu'à partir du 19 août. C'est ce que je vous demande. Nous n'en parlons que très peu. Nous le faisons comme ça. On en a parlé beaucoup aux libraires. On a vu 400 libraires. Donc, vous voyez, avec Amal. Après, c'est vous qui ouvrirez le feu avec Vlil. Hein, vraiment. Et puis, après, Amal viendra en France mi-septembre. Et puis, elle reviendra début octobre pour le sommet de la francophonie. Mais l'idée, c'est une bombe, ce texte, je vous assure. C'est un truc incroyable. Et c'était important pour moi que nous le défendions pleinement, et encore plus aujourd'hui, en ce moment où la France et la francophonie doivent représenter quelque chose d'important, et où moi, je suis pleinement à ma place quand je fais ce que je fais, et pas autre chose, rien d'autre. Donc, je n'ai aucun livre jusqu'en janvier après. Voilà. Et on recevra avec plaisir Amal Et, le 4 septembre. et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc, je disais qu'on recevra Amal le 4 septembre en rencontre Lille. Ce sera le départ, en effet, du harem du roi. On est ravis de la recevoir. Emmanuel, il vous reste quelques minutes, si vous le souhaitez, pour parler peut-être d'un titre de début 2025, ou en tout cas nous mettre peut-être l'eau à la bouche. Mais vous avez encore quelques minutes, si jamais vous le Alors, souhaitez. 2025, je suis un éditeur qui travaille beaucoup, vous savez, à la fois qui travaille sur des projets au long cours, et des projets aussi où je me place, puisque je suis toujours, comme je vous l'ai dit, sur quelque chose qui est éminemment politique au sens aristotélicien. Donc, je regarde le monde bouger, je fais voilà, un certain nombre de choses. Et je me dis, de temps en temps, on peut pas s'ancrer dans un rétro-planning qui serait complètement bloqué. On doit évoluer avec le monde. Mais il y a un texte que je vais publier et qui sera un événement. Donc, il y a plein de choses, je ne sais pas encore. Je bouge, je cherche, voilà. Mais il y a un texte qui sera publié en janvier, qui est un texte d'un Italien, Ezio Sinigaglia. Le texte s'appelle Les aventures érotiques de Varum et Saint-Aram. Vous voyez que par son titre, déjà, on se demande ce que c'est. C'est à la fois un texte extraordinaire, et c'est une histoire d'auteur et d'éditeur extraordinaire. Pourquoi Ezio Sinigaglia a aujourd'hui près de 80 ans. Mais il écrit depuis 1980. En 1980, dans les années 80, il a écrit un texte extraordinaire. Il a été très repéré par la presse, et donc c'était son premier roman, c'était bien, c'était voilà. Sauf que ça lui a pas plu du tout d'être exposé à la presse, à tout ça. Et il s'est tu. Plus personne n'a jamais entendu parler de lui, de 1980 jusqu'à il y a quelques années, là, 2013, 2014, voilà, pendant tout ce temps-là.
Et un jour, un traducteur qui se critique aussi, des gens se sont posé la question, il est passé où? Ce texte était tellement extraordinaire. Et ils l'ont recherché, ils l'ont trouvé. Ils lui ont dit, mais pourquoi vous n'écrivez plus? Enfin, c'était un texte tellement merveilleux. Ah, mais si, j'ai continué d'écrire. Bien sûr que j'ai écrit. Et là, il a été facilité. C'est un peu comme avec Mohamed Lefta, où il a rencontré à un moment les éditions La Différence, et du coup, on a pu avoir accès à ces textes, parce que lui, il lui est arrivé la même chose, il avait arrêté d'écrire, pas d'écrire, mais de publier. Et bien là, Ezio Sinigaglia aussi. Et donc, chez Terra Rossa, ils ont commencé à publier un roman, mais qu'ils ont publié en deux parties. Moi, j'ai décidé de le remettre en une. Enfin, c'est le manuscrit, le texte. Et ça donc les aventures érotiques de Varoum et Saint-Aram. Et ça se passe à Milan dans les années 80. C'est une merveilleuse histoire d'amour, d'un amour perdu mais absolu, et qui fait que Varum essaie toujours, enfin se place par rapport à cet amour, euh, comme il l'a perdu avec un nommé Fifi, et il va essayer de le retrouver en rencontrant quelqu'un d'autre, et c'est toute une histoire sur l'amour absolu, sur l'homosexualité, sur le désamour, sur tout ça, et c'est dans une langue extraordinaire. Voilà, donc je vous en dis pas plus, je vais continuer de travailler. C'est un texte où j'aurai besoin de vous parce que c'est un texte littéraire, c'est un texte où on rit beaucoup, et à la fois c'est une langue particulière, très très belle. Ça a été une performance de traduction. D'ailleurs, je crois que vous allez recevoir le tripode. Et eh bien, le tripode vous parlera peut-être de Paolo Bellomo. Et à Bellomo. ce moment-là, le traducteur des aventures érotiques de Varoum et Santaram, c'est Paolo. Donc, vous voyez, voilà pourquoi je vous parle de ce texte. Ça vous fait un lien entre les deux. Et peut-être nous aurons l'occasion d'en reparler, justement, pas seulement avec l'auteur, mais aussi Paolo pour le mois de janvier. Voilà, ça sera parce que l'auteur parle français en plus. Voilà. Mais est-ce que l'exposition médiatique, est-ce qu'il a évolué avec cela? Il a évolué avec ça. Il a donc il y a plusieurs livres maintenant parus. Celui-ci est paru il y a quelques années en 2 tomes, mais voilà. Et puis il y en a eu 2 autres. Il est très repéré en Italie. Aujourd'hui, il a eu des prix. Je pense qu'avec l'âge, il a acquis une sorte de sérénité et une force en lui. Il est totalement au bon endroit. Il parle très très bien de ses ouvrages, de son texte, de son projet. C'est vraiment une œuvre d'écrivain, et voilà, ça arrive aussi. Je vous disais que Mohamed Lefta, c'était la même chose. Premier texte censuré, obligé de partir, plus jamais. Et puis il rencontre un autre éditeur, mais des années après. Et quasiment toute l'œuvre de Mohamed Lefta a été publiée par les éditions La Différence. C'est là où je l'ai rencontré, et c'est là où je l'ai découvert, et j'ai eu envie de le remettre à l'honneur pour tout cela. C'est là, on est dans le domaine du patrimonial, on est dans des histoires humaines, des histoires éditoriales, des histoires d'auteurs, c'est plein de choses comme ça. C'est pour ça que je vous parle de celui-là plus particulièrement. Voilà. C'est Et parfait. merci à vous. C'est toujours, ça fait plaisir de savoir qu'en plus vous êtes un peu partout. Donc on se sent moins seul. Nous, on est à Paris là. Et voilà, On on comprend. se bien avec Merci. vous. Merci Voilà. infiniment, Emmanuel. Et on Merci. se retrouve après l'été avec Après l'été, je Mal. vous souhaite un très bel été. Et puis, merci pour tout. Au Merci, revoir. Emmanuel. À très vite. À très Alors, vite. on va continuer notre aventure rentrée littéraire avec les éditions Istia et compagnie. Et on finira par le tripode d'ici tout à l'heure. Stéphane Carrière des éditions Anne Carrière s'excuse. Je viens de recevoir le message. Il est aux urgences. Donc, il est tout pardonné, bien entendu. Cela étant, il aurait quand même été pardonné. Mais Louis, est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends?
Louis. Louis ou Henri, je ne sais pas si Ouais, vous je suis là, intervenez tu tous les deux. m'entends, Anthony? Eh ben c'est bon, je t'entends. Eh ben, génial, tout va bien. Comment ça va? Ah bah, c'est plutôt très bien, plutôt très bien. Alors on est en direct avec Louis Beauvais des éditions Istia et compagnie, anciennement Slatkin et compagnie, c'est pour ça que vous voyez peut-être Slatkin apparaître, je modifierai tout à l'heure. C'est une maison d'édition qu'on aime aussi particulièrement, avec laquelle on a reçu aussi beaucoup d'auteurs, notamment le regretté Luca Di Fulvio qu'on embrasse, lui aussi à chaque fois, si je peux le placer, je le place, parce qu'on pense fort à lui. Et alors, quelle rentrée tu nous as préparé, Louis, avec deux nouveaux auteurs et deux auteurs plutôt marquants, plutôt prometteurs, plutôt qui ont déjà fait leurs preuves aussi en Italie et en France. Qui sont-ils? Tout à fait. Merci Anthony, comme d'habitude, pour l'organisation de ces très belles réunions et pour de nous donner la possibilité de présenter nos livres. Comme tu l'as fait en introduction, je n'ai pas besoin de le répéter, mais je représente Istia et compagnie, qui est l'évolution de Slatkin et compagnie, si je puis dire. Notre ligne a été marquée, comme tu le disais, par le regretté Luca, qui guide nos pas néanmoins. Et un des livres que je vais vous présenter aujourd'hui, le livre de Roberta Recchia, nous a vraiment rappelé Luca di Fulvio dans pas mal d'éléments. Donc c'est le premier roman de cette autrice qui publiait d'autres choses exactement. Voilà la couverture. Tutta la vita che resta en italien a été un très 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 gros succès, un best-seller même en Italie. Et les éditeurs nous l'ont proposé. C'est un titre qu'on a tout de suite, sur lequel on a tout de suite flashé, qu'on a adoré. Et on est très heureux de représenter et de publier ce livre à la rentrée littéraire. Donc l'histoire de Tutta la vita qui resta, de la vie qui reste, tout commence dans une petite épicerie dans la région de Rome. Donc vous arrivez dans cette épicerie, vous suivez la vie d'une famille italienne. Il y a une petite jeune fille qui s'appelle Marisa, qui est éperdument amoureuse de Federico. Federico a quitté sa région pour gagner sa vie. Il est allé travailler dans un café en Suisse et il mène avec Marisa une relation à distance. Marisa découvre qu'elle est enceinte. Euh, son mari, enfin son compagnon n'est plus là. Elle l'appelle pour le prévenir. Elle voit qu'il est assez distant quand il apprend cette nouvelle. Elle décide de se rendre en Suisse pour lui annoncer plus précisément la nouvelle. Et avec une certaine lâcheté, Federico n'assume pas vraiment cet avenir qui se dessine et cette relation s'arrête. Dans le même temps, un autre jeune garçon, Stelvio, travaille dans l'épicerie des parents. Et évidemment, Marisa ne l'avait jamais repéré, mais c'est pas réciproque. Stelvio est fou amoureux de Marisa. Au fur et à mesure de l'intrigue, une histoire d'amour naît, se crée. Et puis finalement, ils vont tomber amoureux et devenir amants. On a un saut dans l'intrigue et on se retrouve une trentaine d'années plus tard. On est toujours dans la région de Rome et on se rend compte qu'on suit cette fois-ci Betta Roberta, qui est la fille de Marisa et qui est avec sa cousine. Et donc les deux cousines sont très différentes. Betta est d'une beauté solaire. Tous les garçons sont amoureux d'elle. C'est la fille la plus populaire de la station de balnéaire. Sa cousine est un petit peu plus discrète. Elles sont vraiment très différentes. Betta explique à sa cousine que le soir, sur la plage, dans le coin de là où elles sont en vacances, il y a des grands feux de joie avec tous les jeunes qui se réunissent, qui vont boire et faire la fête tous ensemble. Et un jour, les deux filles décident de faire le. Enfin, Betta arrive à convaincre sa cousine de faire le mur et elles se rendent à une de ces grandes soirées. Et malheureusement, c'est à ce moment-là un énorme drame arrive et qu'une des deux cousines perd la vie.
Et donc ensuite, on va suivre la vie de cette famille, de l'une des deux familles. Je vous en dis pas plus pour que vous ayez encore quelques petites choses à découvrir. On suit la descente aux enfers de cette famille qui a perdu l'une de ses filles et la reconstruction. C'est vraiment un roman sur la reconstruction, sur toutes ces choses-là. C'est une plume magnifique avec plusieurs styles qui s'entremêlent. Au début, ça commence vraiment comme une romance italienne, tout va bien, tout est merveilleux. Le crime a lieu et puis le livre se tourne plus comme un roman policier. Et puis c'est un long chemin vers la réminiscence et finalement tout finit bien. C'est une fin. Tout va bien. Donc voilà, c'est un roman qu'on est très fier de présenter à la rentrée littéraire qui paraîtra le 22 août. Et puis voilà, La vie qui reste de Roberta Recca. Et le deuxième? Et le deuxième, c'est un auteur que tu connais sans doute et que tes viewers connaissent sans doute. Il s'agit de Jean-Paul Delfino, qui est un écrivain qui a publié déjà une vingtaine de livres, qui est un ancien, avant d'être écrivain, il était journaliste d'investigation. Voilà la couverture. Et il a été contacté il y a quelques années par la conservatrice du Centre Pompidou de Metz pour écrire un texte sur cette femme que tu vois en couverture, qui n'est autre que Suzanne Valadon. Et en se penchant sur l'histoire de cette femme, il s'est rendu compte au cours de ses recherches que elle avait eu une vie totalement extraordinaire, rocambolesque, une vie vraiment particulière. Et il a décidé d'en raconter l'histoire. C'est une femme qui a eu comme amant Degas, qui a eu comme amant Eric Satie, qui a connu tout le Paris de l'époque du début du XXe, qui était une immense artiste, mais qui est un petit peu oubliée par l'histoire et un petit peu effacée par l'histoire et par les peintres masculins, qui a laissé la place à son fils Utrio et qui a décidé de gommer un petit peu sa carrière pour aider celle de son fils. Et c'est une femme qui était éperdument et totalement libre à une époque où c'était pas forcément très simple. C'est un livre dans lequel vous vous promènerez dans les rues de Montmartre du début du siècle, avec toutes les particularités de ce qu'était cet endroit où tous les artistes se croisaient. C'est un surfond d'absinthe et de laudanum, bien sûr, mais c'est vraiment les artistes du siècle qui sont tous là. Et Suzanne qui, euh, qui est une grande artiste et qui malheureusement a été un petit peu effacée de l'histoire. Et donc, ça nous semblait juste de lui redonner sa place parmi les grands peintres du début du XXe. L'auteur que vous connaissez sans doute, si vous voulez le découvrir pendant l'été, Jean-Paul Delfino a écrit Guyane chez Pocket, qui paraît maintenant chez Pocket. Il a aussi écrit une grande saga brésilienne. C'est un auteur qu'on est très fier de publier parce que c'est un vrai grand écrivain et on a vraiment beaucoup de chance de l'avoir. Et vous allez voir, cette histoire de Suzanne est tout à fait passionnante puisque vous allez découvrir une femme totalement libre, mais aussi totalement extraordinaire qui a eu un destin vraiment particulier. Et les deux couvertures sont magnifiques là aussi, hein. Merci beaucoup, je suis très touché. Louis, merci infiniment. Je t'en prie, Anthony, Et on se retrouve très vite à la rentrée A- avec peut-être l'un des deux auteurs. On en reparlera avec avec plaisir, grand quand tu plaisir. veux. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Merci Louis. Alors, on va terminer cette rencontre avant de... Alors, évidemment, vous avez eu que 5 éditeurs ce soir et non pas 6, mais on va se rattraper très vite puisque le 1er septembre, il y aura un deuxième acte avec 9 éditeurs. Donc là, pour le coup, vous allez en avoir beaucoup. Et on va donc terminer cette rencontre avec Frédéric Martin du Tripode, qu'on ne présente plus, tellement il incarne aussi ces rencontres-là, à quel point on aime cette maison, et je pense que de plus en plus de lecteurs aiment cette maison, et on a vu l'évolution à travers
avant le Covid et après le Covid, finalement, l'évolution du tripode, à quel point cette maison vit et regorge de trésors et d'ovnis, comme Frédéric Martin aime à le dire, pardon. Frédéric, est-ce que tu m'entends? Est-ce que là, c'est mieux peut-être? C'est bon, parfait, parfait. Salut. Bonjour tout le monde. Je vois que ton décor derrière me fait penser à quelqu'un et à un certain livre de Bérangère Cournu. Ouais, ça fait 3 mètres de long en fait. Magnifique, c'est magnifique. Et bien, Non. Frédéric, c'est à toi pour cette rentrée. Tout à l'heure, Emmanuel Colas a parlé de Paolo Bellomo en tant que traducteur. Tu vas nous en parler en tant qu'auteur, là aussi. Ouais, enfin en tant qu'homme hein, avant tout, parce que je suis connecté depuis assez longtemps, donc en fait j'entendais mes collègues présenter des livres et j'étais presque un peu gêné, parce que je me rends compte que j'ai de plus en plus de mal de mon côté à parler des livres, parce que je crois que je publie pas des livres, je publie des personnes, voilà. Et plus la maison d'édition avance, et plus je tombe sur des êtres qui me dépassent, en fait. Voilà, je sais pas trop comment l'expliquer, parce que là, par exemple, présenté, vous voyez 3 visuels en arrière-plan d'Anthony. Il y a 3 auteurs, et c'est 3 vies monstrueuses en termes de densité. Je pense que c'est peut-être la nouveauté principale de cette année par rapport aux rentrées littéraires des années précédentes, c'est que souvent j'arrivais avec des auteurs qui étaient méconnus, ou qui arrive avec un premier roman. Là, même Paolo Bellomo, dont effectivement je publie un premier roman, c'est un faux premier roman. C'est-à-dire qu'il y a une charge de vie derrière qui est tellement importante, un rapport au mot qui est tellement ancien, tellement ancien. Voilà, c'est compliqué. Je vais essayer de vous parler des textes. Je vais essayer d'en évoquer la beauté littéraire ou la trame, mais ce que j'aimerais surtout faire sentir, c'est les personnes qui sont derrière. Voilà. Donc, on va essayer de le faire par ordre chronologique de parution. Donc, on va commencer plutôt par Peau de sang. Et puis, ça sera un honneur aux dames, puisque c'est la seule autrice que je publie sur la rentrée. Voilà. Et Peau de sang, c'est peut-être le meilleur exemple de ce que j'essaie d'évoquer. C'est d'abord un petit ratage, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une autrice qui a déjà publié 3 romans en France. C'est le 4e, et elle est très, très peu connue. Je dis en France parce qu'en fait, c'est une autrice québécoise qui a déjà publié 7 romans dans son pays. Pour des raisons éditoriales diverses, pas tous ont pu être publiés en France. Et lorsqu'elle elle a publié ce 4e roman au Québec, elle a dit à son éditeur, voilà, c'est un roman de rupture pour moi, c'est un roman de renouveau. J'aimerais trouver un nouvel éditeur pour la France. Et j'ai reçu un mail type, hein, ça arrive, voilà, un éditeur envoie à ses confrères un texte avec un petit mot de présentation. J'ai réagi dans les 4 jours en croyant que j'ai été hyper rapide, talentueux et tout ça. Et l'éditeur, très gentiment, m'a dit merci pour votre proposition de publication. Vous êtes le 10e. Et c'était un choc pour eux. Et je comprends après coup. C'est-à-dire qu'effectivement, d'autres copains éditeurs connaissaient son travail en France. Et quand ils ont reçu le livre, bah, ils n'ont pas attendu 3 jours, ils l'ont lu tout de suite. Alors, c'est qui Audrey Villemy? C'est une femme qui a commencé à écrire très jeune, dès l'âge de 25 ans à peu près. En tout cas, à être publiée par contre, parce qu'en fait, elle a commencé à écrire bien avant. Et ce qui est fascinant, c'est que dès son premier roman, comme une graine, elle a planté un univers et des lignes de force qu'elle n'a cessé de développer. Voilà. Donc, Peau de sang dans la trame, c'est extrêmement simple. Et je dirais qu'on peut la retrouver dans tous ses romans. C'est l'histoire d'une femme qui se retrouve dans une situation difficile et qui va faire un parcours de vie pour en sortir. Voilà. Ce qui est extraordinaire dans Peau de sang, par rapport au précédent roman, c'est que le roman commence par la mort du personnage. Et elle nous parle d'après sa mort en disant, ne vous inquiétez pas, tout va bien, et je vais vous raconter. Voilà. Et c'est d'une beauté littéraire, c'est d'une puissance d'évocation, comme voilà. Moi j'ai cru très naïvement qu'on m'avait envoyé spécifiquement le texte, parce que je me suis dit, mais c'est un mélange de Goliarda Sapienza pour la liberté, de Bérangère Cournut pour le rapport à la mort et à la nature. Ça se passe dans une ville perdue au milieu d'une forêt dans le 19e siècle. Voilà, il y a pas une activité, on va dire, tellurique comme aujourd'hui. Il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas de surexcitation. La vie est très calme. Et Peau de sang, en fait, c'est une femme qui tient une place centrale dans ce village, petite ville, parce que le jour, elle est plumeuse d'oies. Voilà, elle a une boutique en plein centre de la ville et elle plume ses oies. Et principalement la nuit, elle devient travailleuse du sexe, prostituée, choisissez le terme que vous voulez,
Moi, je dirais thérapeute, en fait. C'est-à-dire que tous les hommes du village qui vont pas bien, elle leur donne son corps et elle les soigne, elle les aide. Et donc, elle les accompagne chacun dans leurs fantasmes, dans leurs frustrations. Euh, et en fait, le roman va fonctionner comme un Cluedo. C'est-à-dire que on devine que l'un des hommes est responsable de cette mort qui nous est offerte d'entrée. Et je préviens, la première scène est quand même assez éprouvante parce qu'en fait, elle est suspendue au crochet de boucher avec lesquels elle travaille pour ses oies. Et son corps est suspendu et le sang coule de son corps. Voilà, mais c'est une beauté picturale en même temps très, très troublante. Euh, et donc, dans sa bonhomie, ce personnage va nous expliquer tous les hommes qu'elle a rencontrés dans un flashback sur la dernière année. Et ça sera à nous de deviner. Parce que jusqu'à la fin, l'explication n'est pas claire. Même dans la maison d'édition, on n'est pas d'accord sur qui a fait le coup. Et en fait, on s'en fout. Parce que ce qui fait la beauté de ce roman, c'est que c'est un roman des voix. C'est-à-dire qu'au cours de la narration, très régulièrement, des voix interviennent dans la narration de Peau de sang pour expliquer ce qu'ils ressentent eux-mêmes. Et donc, ces voix, ça peut être la conscience de Peau de sang, ça peut être la voix des hommes, ça peut être la voix des femmes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Peau de sang étant un personnage assez extraordinaire, les mères envoient leurs filles en stage, si je puis dire, dans son atelier pour qu'elle les initie aussi à ce que c'est que le corps d'une femme et ce que ça peut être le désir d'un homme. Voilà. C'est un roman très bref, ça fait 260 pages. Euh, Elle l'a écrit vraiment dans une forme de fulgurance et de nécessité qui m'a renversé. Vous savez, c'est pas commun quand vous recevez un texte déjà de très loin. Moi, j'avais jamais lu Audrey Villemy, je savais même pas quelle tête elle avait quand j'ai lu le texte. Quand vous recevez l'intimité et la sagesse d'une femme qui, depuis une vingtaine d'années, écrit, c'est déjà quelque chose. Mais comme après coup, il a fallu lire tous ses romans, j'ai lu en l'espace de quelques jours l'équivalent de 20 ans d'écriture. Voilà. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Voilà, les libraires ont commencé à le lire, on commence à avoir, pour le dire simplement, elle va être un mois en France au mois de septembre. Elle a déjà 20 invitations de libraires sur les 30 jours dont on dispose. Voilà. C'est un très beau texte. Je ne peux pas vous le dire autrement. Je n'ai pas envie d'en rajouter sur la trame ou la qualité littéraire, mais gardez ses repères. Sapienza, Bérengère Cournut et Mathieu Bellesi en termes d'incandescence d'écriture. Et vous êtes vraiment à la croisée de ces trois-là. Sacré programme. Ça suffirait pour être heureux. Et à ce moment-là, je reçois un coup de fil d'un gars qui a un petit accent italien, mais voilà, qui me dit, je vous ai envoyé un manuscrit il y a 3 mois. Et je ne sais pas, toujours pas pourquoi, mais il m'avait échappé le manuscrit. Sauf que cet homme venait d'avoir une proposition d'un éditeur un peu fameux, je ne dirais pas son nom, mais il avait lu L'homme qui savait la langue des serpents. Lui-même étant libraire, voilà, il connaissait très bien le catalogue du Tripode. C'était Paolo Bellomo. Il me dit, j'aimerais vraiment que vous lisiez mon texte. Et là, je m'excuse d'abord du temps que j'ai pris. Normalement, je lis vraiment très vite. Les 4 jours, c'est le délai habituel. Et je me prends une deuxième baffe. Parce que le texte, alors là, pour le coup, on est vraiment dans L'homme qui savait la langue des serpents, pour ceux qui connaissent, ou Le dit du Mistral. Donc, une sorte de réalisme magique occidental et pas sud-américain. De manière très bizarre, je m'en suis rendu compte qu'après, mais là aussi, on est dans un livre qui commence par une mort, comme dans Audrey, et où on nous dit tout va aller bien, vous inquiétez pas. Là, l'homme qui s'est fait assassiner était dans un village dont on ne connaît pas le nom, une petite ville là aussi. Sauf que sa disparition va entraîner l'exclusion du village pour sa femme et ses 2 enfants, parce qu'ils redeviennent subitement des étrangers. C'était lui le gars du pays. Voilà. Et donc le roman s'ouvre sur vraiment une chasse à l'homme, ou plutôt à la femme et à ses 2 enfants, qui sont obligés de s'enfuir, et ils vont se réfugier dans le pays d'origine de la mère, où vont débarquer ces 2 enfants qui ne connaissent rien de la montagne, qui ne connaissent rien de la langue que pratiquent les gens dans ce pays. Et là, je commence à vous donner un indice, parce que ne connaissant rien de la langue, ils vont découvrir un nouveau monde en découvrant une nouvelle langue. Et en fait, cette histoire, c'est un peu celle de Paolo Bellomo. Et c'est une des histoires humaines les plus belles que j'ai jamais connues. Paolo, il est né dans les Pouilles. Il est jeune, hein, il a 35 ans. Il a tout pour être un garçon lambda. Il aime ses parents. Il fait des études, mais sans engagement particulier. Sauf qu'un jour, à travers un programme Erasmus, il arrive à Paris. Il tombe amoureux de la langue française et je soupçonne aussi d'une personne.
Et donc, ce qui aurait dû être qu'un petit programme d'échange va rester sa vie, puisqu'il vit toujours à Paris 10 ans plus tard. Et dans son amour de la langue française, il va aller très très loin. Il va faire une thèse de littérature avec Tiffaine Samoyo, s'il vous plaît. Il va devenir poète, il va devenir traducteur. Et là, ça commence à devenir un peu inquiétant, c'est-à-dire que il va d'abord traduire du français vers l'italien, puisque c'est sa langue d'origine, et c'est ce que font tous les traducteurs, on traduit toujours vers sa langue maternelle. Sauf que lui, le français a pris une place tellement importante dans sa langue, et dans son être, et dans ses rêves, que maintenant il est capable de traduire dans les deux langues. Et donc là, par exemple, Emmanuel, tout à l'heure, vous a parlé d'un roman qu'elle publiera en janvier, qui est traduit de l'italien par un Italien, ou on va dire par un ovni. Voilà. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que Paolo, en plus de toutes ses qualités sur la langue, il est aussi poète, mais parolier, et que quand je lis son roman, donc Fayel, qui est vraiment un côté Tom Sawyer un peu, c'est-à-dire vous êtes dans l'aventure de deux personnages qui sont enfants, et le roman va se boucler sur un retour à la ville de départ, où ils vont régler leur compte arrivés à l'âge adulte. Voilà, donc c'est vraiment une histoire trépidante où on suit dans un processus d'apprentissage le destin de deux êtres un peu extraordinaires. Fayel, c'est le nom du garçon, mais très vite, on va s'attacher à la petite, à Sizine, qui va devenir encore plus extraordinaire que son frère. Voilà. Et ben ces deux-là font un parcours qui est tellement fou que quand même très vite, déjà je m'excuse donc auprès de Paolo une deuxième fois après avoir lu le roman en disant mais oui, je veux le publier, évidemment. Je lui dis mais d'où ça sort ce roman? Lui demandai-je par mail. Et là, il me fait la réponse la plus bizarre que j'ai jamais eue à cette question. Il m'envoie ce que je prends pour un chant corse. J'apprends par la suite que ça sera un chant des Pouilles. Et pour ceux qui en ont envie, je vous l'envoie volontiers. C'est magnifique. Mais en fait, il m'explique que le texte que je viens de lire en français a été à une époque une pièce de théâtre écrite en italien qui elle-même a été inspirée d'une sorte de mini-opéra ou opérette qui a été écrit à partir de chants écrits en dialecte des Pouilles. Parce que, évidemment, étant des Pouilles, il maîtrise en plus de l'italien et le français le dialecte des Pouilles. Voilà, ça c'est Paolo Bellomo. Il porte bien son nom, il est beau comme un dieu. Quand vous êtes avec lui humainement, vous ne pouvez pas désirer ne pas aller en vacances avec lui. C'est un homme qui aime la vie, c'est un homme qui, malgré son intelligence, n'est jamais dans un rapport de force, il est que dans le partage. Il y a une toute petite vidéo qui a été faite par Mola, voilà, qui est tombé amoureux de lui aussi, de la librairie Mola. Et donc, il a interviewé pour qu'il parle de son livre. Allez voir ça, en 5 minutes, vous avez tout de lui. C'est magique. Euh, alors, quand je dis qu'il est beau, je vois des commentaires. Je parle souvent de beauté morale. Hein. La beauté physique, ça n'engage que moi. Je le trouve très beau aussi, mais après, ça, c'est un autre débat. La beauté morale, j'en suis absolument sûr. Est-ce que j'ai le temps de parler rapidement de Monosande? Mais bien sûr, bien sûr. Monosande, c'est pas un roman. Je le mets sur cette rentrée littéraire parce qu'il a des vertus littéraires qui sont tellement belles que je me suis dit, allez, on se fait plaisir. Et en plus, c'était une manière de signer la cohérence de cette année. C'est que cette œuvre, elle part aussi d'une mort. Et cette œuvre nous est aussi offerte par quelqu'un qui est francophone, mais pas français. Voilà. Audrey est québécoise, Paolo est italien, et Kamel est de nationalité algérienne. Il est arrivé en France à l'âge de 5 ans, et toute son œuvre, qui est à la fois picturale, donc il est peintre, hein, mais aussi écrivain, est basée sur la sensation de l'exil. Et c'est souvent une œuvre assez autobiographique ou exploratoire. Il y a une exception majeure dans son œuvre pour moi, c'est Monosande, voilà, qui était partie d'une commande qu'on lui avait faite. En fait, il a travaillé avec un artiste américain photographe qui travaille sur les désastres humanitaires, les génocides, et qui avait notamment travaillé sur l'est du Congo, la guerre du Kifour. Je ne sais pas si vous voyez cette zone qui est à cheval entre le Congo, le Rwanda, le Burundi. En fait, c'est une zone où les gens se font massacrer depuis des décennies dans une indifférence assez grande. Et cet artiste avait suivi l'histoire de Monosande. Donc, c'est un nom, en fait, Monosande. Et cet homme, il l'avait rencontré dans un camp de réfugiés où il se rétablissait physiquement parce qu'en fait, il avait été attaqué avec une machette. Voilà, quand il a pris, c'est un photographe, donc on a des photos de Monosande où son dos, si vous voulez, c'est une boursouflure. Voilà, il y a un coup de machette avec lequel on l'a laissé pour mort. Il a survécu. La seule chose, c'est que sa femme et ses 8 enfants n'ont pas survécu. Et ce que fait Kamel en 48 pages,
Et si vous voulez, tiens, Anthony, je t'envoie le PDF et tu peux l'envoyer à tout le monde parce que ça se lit en 5 minutes par écran et il n'y a pas de raison de l'empêcher, cette diffusion. C'est juste bouleversant. Voilà. Et Monosante, pour moi, c'était une manière de boucler ce que nous offre Audrey, ce que nous offre Paolo. On est dans un monde violent et on est dans un jour encore plus particulier pour pouvoir affirmer ça, mais voilà, on sait qu'il y a de la peur sur l'altérité, on sait qu'il y a de la violence sur l'étranger. Et là, on a 3 auteurs qui viennent d'un autre monde, mais vraiment de très très loin, qui ont vécu beaucoup de choses et qui, à chaque fois, à partir d'un acte tragique, voire un règlement de compte, vont nous dire n'ayez pas peur. Voilà. Et la voix que donne Kamel Khelif à Monosante pour exprimer cette douceur-là et dire la vie continue, c'est le plus sage des 3, hein, sincèrement, parce que c'est le plus âgé. C'est celui qui humainement a vécu les choses les plus difficiles. Aujourd'hui, Kamel vit dans un immeuble voilà, très très modeste, pour pas dire plus, des quartiers pauvres de Marseille. Et c'est un prince. Quand tu le reçois ou quand il t'accueille chez lui, voilà, il n'a pas beaucoup d'argent, très honnêtement. Je vous donne juste une anecdote et je m'arrêterai peut-être là. Je n'ai pas conscience du temps, donc j'ai l'impression d'être très bavard. Mais Frédéric, tu as tout le temps que tu désires. bon, eh ben, la dernière fois où je vais chez lui, et chez lui, donc c'est 20 mètres carrés, et depuis 30 ans, c'est sa maison et son atelier. Voilà. C'est-à-dire qu'il est sur un lit couchette, il fait un pas, il est dans son atelier, il fait un pas, il est dans sa cuisine, il fait un dernier pas, il est dans sa salle de bain. C'est ça la vie de Kamel. Et il ouvre sa fenêtre, et à 50 mètres à vol d'oiseau, vous avez les immeubles de la rue d'Aubagne qui se sont effondrés. Une dent creuse. Bon. Donc, tu pourrais être impressionné par l'humilité, et il t'accueille comme un roi et il te met devant toi sur la table 2 corbeilles. Sur une, il y a quelques grappes de raisin. Sur l'autre, il y a quelques figues. Voilà, donc la culture aussi orientale sur les fruits secs. Et il me regarde un peu narquois avec un petit sourire, lui qui accueille l'éditeur parisien, et il me dit, tu sais ce que c'est ça? Moi, je vois 2 fruits, mais j'ose pas lui dire, bah non. Donc, j'aurais dire que je vois du raisin et des figues. Il me dit, bah ça, c'est mi-figue, mi-raisin. Et il éclate de rire. Voilà. Et c'est l'histoire de sa vie. C'est-à-dire que sa vie, elle est mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire d'un côté, c'est vraiment un auteur extraordinaire. Et en fait, Monosante, c'est l'avant-garde d'un immense livre qui sortira en octobre, qui s'appelle Dans le cœur des autres. Et là, c'est 4 ans de travail, c'est 170 planches en grand format. Mais c'était tellement gros, je me suis dit, Monosande, on va le sortir en scout, en éclaireur, pour habituer les gens au choc et ensuite leur permettre d'accéder aux plus grands trucs. Donc voilà, c'est cette royauté d'âme. Et à côté de ça, c'est quelqu'un qui vit grosso modo avec 200 € par mois. Voilà. Mi-figue, mi-raisin. Je vous mets tout à disposition si vous voulez en PDF, il n'y a aucun problème. Et j'avais juste envie de vous faire un dernier cadeau parce qu'on vous doit beaucoup. Anthony a dit, voilà, il a toujours tendance à remercier, mais on aurait pu inverser quand même les rôles. Hein, je repense à Dimitri notamment et à tout ce que vous lui avez offert. On a reçu le nouveau Kamel Khelif, pardon, le nouveau Mathieu Bellesi. Et sachant qu'on allait se parler, j'en ai fait fabriquer 50 exemplaires de plus. Voilà, s'il y en a d'entre vous qui le veulent, on vous l'envoie avec grand plaisir. Ça sortira en octobre. Et on vous doit ça. Merci beaucoup. Merci Voilà. beaucoup, Frédéric. Je transmettrai tout ça à ceux qui sont là avec grand plaisir. D'ailleurs, il y a une question de Nathalie. Qu'est-ce qu'il a écrit d'autre finalement, Kamel? Est-ce qu'il a écrit autre chose? Est-ce qu'il a écrit… Ouais, mais alors, moi, je le connais depuis que je suis étudiant, en fait. Il est marseillais, je suis marseillais. Et quand j'étais étudiant à Paris, je tombe sur un bouquin qui s'appelle Homicide, chez Z Éditions, qui était en solde dans une librairie qui s'appelle Monalisé, pour ceux qui connaissent. Et en fait, le livre était soldé parce qu'un an après parution, la maison d'édition a fait faillite. Et l'histoire de Kamel, elle se résume quasiment à ce premier livre. Il a une bibliographie d'une dizaine d'ouvrages. La moitié sont plus disponibles. L'autre moitié a été publiée par des éditeurs, sinon confidentiels, très expérimentaux. On va dire qu'il a payé assez cher, peut-être ses origines déjà. Il reste l'arabe de Marseille, je crois. Et par ailleurs, il paye surtout c'est un autodidacte, hein, c'est quelqu'un qui a grandi dans les quartiers nord de Marseille, qui a fait une formation d'ouvrier tourneur. Il n'était pas destiné à être peintre. Et en fait, il est devenu peintre parce que quand il était adolescent, il est tombé sur une correspondance de Van Gogh. Voilà. Et donc, il a appris à dessiner tout seul en disant c'est ça que je veux être.
Et il est inclassable, c'est-à-dire que pour les auteurs de BD, c'est un intello. Pour les intellos, il y a trop d'images. Et en plus, il aime la poésie, c'est-à-dire qu'il y a une émotion dans ses livres. Bah, c'est comme un peu Monosante, quoi. Il cherche pas à s'imposer dans ses bouquins. Et dans Le cœur des autres, vous verrez, c'est le roman d'un chagrin d'amour. C'est un homme qui a quitté une femme sur Paris et qui va traverser 3 villes, la ville de son amour, Paris, la ville de son existence, Marseille, et il va finir à Alger, la ville de sa naissance et des mystères, des origines, pour enterrer à la fois l'histoire d'amour et son exil. Un très, très grand. C'est une superbe découverte. On a hâte de le découvrir autant Bon, que les deux autres. j'envoie tous les PDF pour ceux qui veulent et je m'engage à envoyer le livre pour Emma Picard. Merci. Donc, allez, Merci. et je vous fais juste un dernier petit cadeau parce que le visuel ne le montre pas. Mais la fille qui a fait le tableau derrière moi, c'est ma sœur, c'est Corinne Pauvert. Et donc, c'était la couverture d'un livre de Bérengère Cournu. Et c'est elle qui fait la couverture pour Fayel et c'est encore un format rectangulaire. Voilà. Les plus beaux. Ça va. Merci Bon, infiniment, Frédéric. merci à vous et bonne soirée. Allez, au revoir à tous. Et maintenant que, entre guillemets, les résultats sont sortis, on va pouvoir pleurer. Mais on a bien profité pendant 2 heures avec vous tous et avec les éditeurs et les maisons d'édition qui vous ont été présentées. Et donc, on se retrouvera le 1er septembre. Je vous donne la liste des éditeurs qui seront présents. Il y aura les éditions Métellier, Mémoire d'Encrier, Bruno Doucet, Le Penseur, Le Typhon, L'Antilope, Au Diable Vauvert, Agulot et Viviane Ami. Voilà. Waouh, bravo. Ciao. Merci à tous. Très belle soirée à vous, un bel été à vous et on se retrouve à la rentrée avec un programme de folie comme toujours. Au revoir à tous. Merci Anthony.